Bonjour, bienvenue à la 7e édition de Bibliothèque vivante, une série de causeries numériques sur les métiers des employés de BANQ. Je me présente, je m'appelle Hyacinthe Munger, je suis archiviste à BNQ Vie-Montréal, à la salle de recherche, malheureusement toujours fermée aux usagers. Je serai votre animateur médiateur pour la séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous prenons l'autoroute 40 pour se diriger vers la vieille capitale et accueillir Amélie Doyon, archiviste au traitement des archives gouvernementales à BNQ Québec. Mais avant de se joindre à Amélie, je voudrais vous mentionner que vous pouvez poser des questions à notre invitée, Amélie, mais toutefois, utilisez le bouton Q et R au bas de votre écran. N'utilisez pas le bouton Converser, donc seulement le bouton Q et R. Ça va me faire un plaisir de pouvoir relayer vos questions à notre invité. Également, pour ceux qui sont intéressés par le propos d'aujourd'hui, il y a plusieurs ressources qui ont été déposées sur la page de l'activité où est-ce que vous avez cliqué le lien Zoom aujourd'hui. Donc, je vous invite à consulter ces ressources. Sans plus attendre, je vais commencer la discussion avec Amélie. Bonjour Hyacinthe, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Donc, pour les auditeurs, veux-tu brièvement te présenter? Qu'est-ce que tu fais à BNQ? Certainement. Donc, je m'appelle Amélie Doyon. Je suis archiviste au traitement des archives gouvernementales à BANQ Québec. Je travaille principalement au complexe scientifique parce qu'on a deux lieux physiques à BANQ Québec. Donc, on a BANQ Québec Pavillon Caso et BANQ Québec Complexe scientifique. Là où se concentrent les activités reliées aux archives gouvernementales. Je travaille avec une équipe de collègues qui sont merveilleux. Donc, c'est ça, c'était toujours agréable de le mentionner. Je ne suis pas seule dans cette aventure-là. Donc, si certains d'entre eux m'écoutent, bonjour à tous. Voilà. Principalement, en fait, aux archives gouvernementales, on travaille surtout à faire de l'accompagnement et de l'aide-conseil auprès des organismes publics du gouvernement du Québec. On pourra peut-être s'en reparler un petit peu plus tout à l'heure en fonction des questions que les gens auront à nous poser. Assurément. Donc, dans le fond, c'est tout pour ta présentation? Oui. Et donc, pour le bien des auditeurs qui sont peut-être moins familiers avec la notion d'archives gouvernementales, pourrais-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que le traitement des archives gouvernementales, peut-être en comparaison avec les archives privées, pour que les gens puissent saisir un peu la distinction puis la spécificité de ton emploi? Oui, certainement. En fait, je dirais que les grandes différences se situent surtout au niveau de la provenance des archives puis du mode d'acquisition de ces archives-là. En fait, si on fait un comparatif avec les archives privées que l'on reçoit à BANQ Québec et même BANQ dans l'ensemble du réseau, les archives privées sont souvent des archives qui sont créées par des personnes physiques, des personnes morales. Donc, on va parler des gens dans leur quotidien qui vont accumuler certains documents, certaines photographies, qui désireraient en faire des dons à BANQ. Et ça, c'est géré par ce qu'on appelle une convention de donation. Donc, c'est un peu un contrat qu'on fait avec la personne qui désire offrir ses archives à BANQ. La grande différence au niveau des archives publiques, des archives gouvernementales, c'est que ce sont des archives qui sont créées par les institutions du gouvernement québécois et le mode d'acquisition est régi par la loi sur les archives. Donc, les organismes publics sont tenus de verser à BANQ leurs archives à conservation permanente, approximativement au moins une fois par année. Certains le font plus souvent, d'autres le font un petit peu moins souvent, mais ça, c'est vraiment régi par la loi sur les archives qui a été adoptée en 1982 par le gouvernement du Québec. Donc, voilà pour les grandes différences entre les archives publiques et privées. Dans les archives publiques, on retrouve aussi les archives judiciaires qui sont créées par les tribunaux, mais ça, c'est un autre volet des archives publiques. Moi, je travaille principalement avec les archives gouvernementales qui sont créées par les ministères et organismes gouvernementaux. OK. France, ici, se demande est-ce que vous êtes une équipe nombreuse à Québec pour effectuer le traitement des archives ou les archives gouvernementales en général? Oui. Vous êtes combien?
Oui, aux archives gouvernementales, en fait, on n'est pas une si grande équipe. Je dirais qu'à Québec, on est, je pourrais peut-être vous sortir quelques chiffres, je dois l'avoir noté. À Québec, on est une équipe d'à peu près 12 personnes, mais j'ai aussi des collègues à Montréal qui travaillent aux archives gouvernementales. Donc, au total, on doit être approximativement une quinzaine de personnes, là, archivistes et aussi techniciens en archivistique qui travaillons là, de concert pour le traitement des archives gouvernementales. OK, Donc, je comprends. voilà, approximativement entre 15 et 20 personnes. Voilà, Parfait. au niveau du nombre de personnes. Ben, avant de passer à un autre sujet, j'ai une question peut-être que tu pourrais y répondre. Il y a monsieur Daniel qui se demande, avant la création, parce que ça fait 100 ans, dans le fond, que les Oui, Archives nationales existent tout à fait. au Québec. On fête nos 100 ans cette année. Oui. Il se demandait, dans le fond, avant la création des archives, comment étaient archivés les documents du gouvernement? En fait, c'est une bonne question. Bon, vous Uh-huh. savez que les archives, les archives nationales ont officiellement été créées en 1920, mais il y avait quand même des gens qui travaillaient à colliger certaines archives de différentes instances. C'est sûr qu'on a des archives du régime français qui sont parvenues jusqu'à nous grâce justement au travail judicieux de ces gens-là qui ont compilé pendant de nombreuses années les archives. Les documents avant la loi sur les archives, parce que bon, l'obligation de conserver les documents, c'est vraiment constitué à partir de l'adoption de la loi sur les archives en 1982, mais avant ça, les gens commençaient déjà là, dans les ministères et organismes à conserver des choses, mais ce qui a été vraiment régi à partir des années 80. Avant ça, c'était beaucoup, dans le fond, des gens, des archivistes qui étaient consciencieux de vouloir conserver la mémoire du gouvernement, qui allaient tenter sur le terrain de conscientiser les différents ministres et différents ministères à l'importance de conserver certains documents, ce qui fait en sorte qu'on a des archives des gouvernementales qui sont plus anciennes là, que les archives des années 80, 90, 2000, qui nous sont parvenues là, grâce vraiment au travail de conscientisation que ces gens-là ont fait avant que la loi sur les archives soit approuvée en 1982. Je vous dirais que c'est presque un travail de missionnaire. Il fallait aller vraiment convaincre les gens là, de l'importance de conserver certains types de documents. Donc, c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, mais de façon différente. Donc, voilà, j'espère que je réponds bien à la question. On peut continuer sur le même sujet. Tantôt, au début, dans ta présentation, tu parlais d'aide conseil, Oui. peut-être en lien avec les ministères et organismes. Peut-être de juste nous préciser un peu dans quoi ça consiste, l'aide conseil. Oui, certainement. En fait, il y a différents types d'aides-conseils que l'on rend à BANQ pour les gens au niveau des archives gouvernementales. En fait, on va avoir les questions sporadiques que nos partenaires, là, les collègues en gestion de l'information dans les ministères et organismes peuvent avoir au quotidien. Donc, ces gens-là sont toujours invités à nous contacter, soit par courriel ou par téléphone, pour qu'on puisse là, les aiguiller là, par rapport à leur gestion de l'information. Je vous dirais que c'est plus une aide-conseil sporadique qui se fait quotidiennement. L'autre type d'aide-conseil qu'on va faire, c'est d'élaborer certains guides ou certaines fiches informatives sur différents sujets en lien avec la gestion de l'information ou la gestion documentaire. Et ça, on va toujours les mettre en ligne sur le portail de BANQ et souvent, on va aussi en faire des petits billets de blog sur notre blog Interaction. D'ailleurs, je pourrais peut-être prendre 2-3 petites minutes pour partager mon écran pour vous montrer un petit peu là, ces différentes ressources-là. Vas-y. Donc, laissez-moi juste une petite minute. Ce sera pas long. Et voilà, vous me direz si ça fonctionne bien. Donc, est-ce que tout le monde voit peut-être faire un petit pouce en l'air ou un signe à Hyacinthe? Je ne sais pas si c'est possible. Je vois bien. Excellent! D'accord. Donc, ici, vous avez un exemple
un exemple du blog Interaction. Donc, c'est le dernier billet qui est paru tout dernièrement, qui vous présente un des outils justement d'aide-conseil que BANQ offre. Et ces guides-là sont toujours travaillés en partenariat avec des collègues de différentes directions de BANQ qui nous sont d'une aide très précieuse pour nourrir nos réflexions. Donc, ici, c'est un petit billet qui annonce le guide concernant les formats recommandés par BANQ. Donc, ceux qui sont intéressés par les formats de fichiers qui sont recommandés pour la conservation pérenne de l'information, vous avez accès à ce guide-là par un lien dans le blog Interaction, mais vous pouvez aussi aller le consulter sur le portail de BANQ en tout temps. Donc, c'est un exemple de type d'aide-conseil qu'on va faire. On élabore aussi différents outils, entre autres le recueil des délais communs des ministères et des organismes gouvernementaux qu'on met à jour pas très régulièrement, mais assez régulièrement là, pour aider les ministères et organismes à, dans le fond, je vous dirais, établir le cycle de vie de leurs documents. Donc, dans le fond, c'est un modèle de calendrier de conservation. Je ne sais pas si je suis capable de vous le montrer. Vous me direz si ça fonctionne. Est-ce que vous le voyez? Oui, excellent. Donc, ça ici, c'est une page du recueil de règles de conservation qui est offert au ministère et organismes par BANQ. En fait, ce que ça détermine, c'est vraiment les durées de conservation par type de document. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec la notion de calendrier de conservation, mais en gros, cet outil-là, c'est un des outils principaux que les ministères et organismes vont devoir faire approuver par BANQ pour établir le cycle de vie de leurs documents. Donc, savoir combien de temps, selon les différentes législations, les différents types de documents doivent être conservés et déterminer le sort final, c'est-à-dire que certains documents dont le sort final va être une conservation permanente vont faire l'objet d'un versement à BANQ, donc va devenir une archive gouvernementale et va être traitée par l'équipe des archives gouvernementales à Québec et à Montréal et ailleurs aussi en région pour les différents ministères qui ont des sièges sociaux ou des directions régionales à l'extérieur de Québec et déterminer aussi peut-être les documents qui sont à détruire, donc qui peuvent être élagués et qui n'ont pas de valeur historique là, intrinsèque à ce niveau-là. Je pense que voilà. Je pense que il y avait juste pas le bon document. Tu parlais, mais on voyait pas le calendrier en même temps. Ben, c'est pas grave, de toute manière, c'est sur la page de l'activité. Vous pourrez y accéder, mais peut-être qu'on pourrait y revenir juste plus tard. Là. OK. Bon, ben je peux arrêter mon partage puis peut-être aller rechercher l'autre document. Mais en même temps, ça pourrait, pour rester dans le même sujet, j'avais plusieurs questions sur ce que tu parlais. Je pourrais les réunir. Beaucoup de gens se demandent, Francine se demande, est-ce qu'il y a un bon pourcentage de documents numérisés qui sont nés numériques, j'imagine. J'extrapole peut-être un peu sa question, mais c'est quoi le pourcentage de documents nés numériques issus des archives gouvernementales? OK. Nés numériques, j'aurais de la difficulté à vous répondre vraiment concrètement parce que il y en a énormément là, de documents nés numériques, mais pour ça, ce que je pourrais dire, c'est qu'en termes de conservation de documents, peu importe que ce soit des documents papier ou des documents numériques, les documents qui sont destinés à la conservation permanente, là, c'est un pourcentage environ 5 à 10 de l'ensemble des documents qui sont produits par un organisme public, un organisme gouvernemental. Donc, autrement dit, peu importe le support, là, les documents qui sont destinés à la conservation permanente, c'est un maximum de 10 de tous les documents qui sont produits par un organisme public. Parce que c'est sûr que dans la masse de toute l'information qui est produite par les ministères et organismes, on n'a pas le choix de faire une certaine sélection et de vraiment aller cibler les documents qui ont une valeur historique et qui ont un intérêt là, pour les chercheurs dans 50, 60, 100 ans d'ici. Donc, voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à la question parce que pour ce qui est du nombre de documents numérisés, on en a un certain nombre à BANQ, mais ce n'est pas l'ensemble et ils sont accessibles la majorité du temps dans BANQ numérique. Mais voilà. Parfait. Peut-être qu'on pourrait prendre juste un petit moment pour parler de
de ta formation académique pour devenir Oui. archiviste, pas archiviste au traitement gouvernemental, mais juste pour devenir archiviste. C'est quoi ton parcours peut-être académique et professionnel qui t'a mené à BNQ? Oui, certainement. En fait, j'ai un parcours quand même qui est assez commun, je pense, pour les gens qui sont dans le domaine de l'archivistique. En fait, j'ai débuté par un baccalauréat en histoire. Bien souvent, le déclic au niveau de l'archivistique se fait beaucoup avec, dans le fond, un petit goût là, pour l'histoire. Donc, j'ai commencé avec un bac en histoire à l'Université Laval et j'ai poursuivi ma formation avec un certificat en archivistique. Voilà. Je sais aussi là, qu'il y a certaines personnes qui vont avoir un bac ou des maîtrises en gestion de l'information. Moi, mon parcours est un peu différent. J'ai un certificat en archivistique et j'ai complété par la suite avec une expérience, dans le fond, de travail pour une firme de consultation en gestion de l'information. J'ai travaillé pour eux pendant 6 ans. Donc, c'est vraiment une, une expérience qui a été très formatrice pour moi parce que j'ai travaillé vraiment à élaborer des outils de gestion de l'information. Donc, on va parler ici de plan de classification, calendrier de conservation, politique de gestion documentaire pour différents types d'organismes. Donc, moi, j'avais des mandats pour aller rencontrer différents clients, que ce soit des organismes publics ou des organismes issus, dans le fond, du domaine de l'éducation, de la santé, des municipalités, même des compagnies privées qui avaient des besoins au niveau de la gestion de l'information, mais qui n'avaient pas nécessairement le personnel en place pour le faire. Donc, ils faisaient appel à notre compagnie. Et voilà, donc j'ai élaboré des outils, j'ai acquis beaucoup d'expérience là-bas et je donnais des formations aussi sur les b.a.-ba de la gestion de l'information dans les différentes organisations. Donc, j'ai voyagé un peu partout. Je suis allée à Fermont, je suis allée à Rouyn-Noranda, à Ville-Marie. Je suis même allée à Toronto dans des commissions scolaires francophones donner des formations en gestion de l'information. Donc, voilà, c'est un parcours d'expérience qui m'a menée en 2014 à BNQ Québec aux archives gouvernementales. Je me suis jointe à l'équipe. Ça fait depuis 6 ans que je travaille avec eux. Donc, voilà pour mon parcours, dans le fond, mes études et mon parcours professionnel. Parfait. J'ai une question peut-être pour rendre ça un petit peu plus concret. J'ai une question ici. Je vais essayer de la retrouver. Oui, donc d'un spectateur anonyme. Oui. Il veut savoir, dans le fond, là, tu en parlais, dans le fond, les exemples d'organismes qui versent, mais quel type de document? Parce que d'un fois, on parle de gestion des documents, mais concrètement, on parle de quels documents? On va parler de plusieurs types de documents qui vont arriver aux archives gouvernementales. On va avoir des documents, bon, c'est sûr, des documents, des études, des rapports, on va avoir des statistiques, on va avoir, on va parler de documents formatés, là, tant papier que numérique. On va recevoir aussi quand même certaines photographies, des documents sur carte et plan, parfois tout dépendant de la mission ou du mandat de l'organisme. Je pense entre autres aux ressources naturelles, souvent qui vont élaborer des cartes et plans. Donc, on a vraiment des types de documents très variés là, que l'on peut conserver aux archives gouvernementales. C'est très vaste comme possibilité. OK, parfait. Dans le fond, voudrais-tu nous parler un peu d'une journée typique de travail d'Amélie Doyon à Québec, à BNQ Québec? Oui, oui, mais ça débute toujours avec un bon café devant mes courriels. Non, mais sincèrement, c'est des journées qui se ressemblent et se ressemblent pas, dans le sens où on arrive le matin, comme on fait de l'aide conseil, on peut recevoir des questions un peu à tout moment de différents organismes publics dans la journée. On peut avoir certaines demandes aussi pressantes sur certains documents qui sont conservés dans certains fonds d'archives gouvernementales. Donc, on donne toujours la priorité aux demandes que l'on reçoit de nos partenaires dans les ministères et organismes. On travaille aussi sur différents dossiers transversaux, donc travail d'équipe avec différentes directions, différents collègues aussi de la Direction générale des Archives nationales. Donc, les journées passent, mais ne se ressemblent pas toujours. Donc, c'est ça qui est agréable, c'est que, dans le fond,
on est un peu touche à tout. Donc, ça nous permet de vraiment avoir des journées bien remplies, puis aussi d'essayer d'avoir beaucoup de plaisir avec nos collègues dans le quotidien aussi, c'est important. Donc, voilà une journée typique. Là. Parfait. Je vais enchaîner avec d'autres questions. J'en ai plusieurs. Là. Oui. Je m'excuse, je ne vais peut-être pas pouvoir toutes y répondre à la fois. Sauf que j'en prends une juste ici. Monsieur Daniel, toujours, se demande est-ce qu'il y a une échelle de confidentialité, de restriction sur les documents que vous traitez? Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est une excellente question d'ailleurs, parce que quand on travaille avec les archives gouvernementales, il faut savoir qu'il y a différentes lois qui, justement, aussi régissent la gestion de l'information, dont la loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Donc ça, c'est très important. Il y a certains documents qui, lors de leur versement à BANQ, doivent toujours faire l'objet d'une restriction d'accès à l'information. Et nous, on se doit à BANQ aussi là, de gérer ces restrictions-là. Entre autres, s'il y a présence de renseignements nominatifs, ces documents-là vont être restreints 100 ans à la consultation. S'il y a, par exemple, certaines informations relatives à des échanges intergouvernementaux, donc ça, c'est des documents aussi qui vont être régis par une restriction de consultation. Et si des demandes sont formulées, bien, à ce moment-là, il faut vraiment faire des demandes d'accès à l'information. Et il y a des gens qui sont habilités pour répondre à ces demandes-là à l'interne. On a parfois aussi des fois des questions à aller poser aux différents ministères et organismes pour s'assurer, là, dans le fond, que cette loi-là d'accès à l'information est bien respectée là, quand les gens veulent consulter des informations qui sont restreintes. Okay. Donc, ça t'arrive parfois d'aller... Parce que j'avais une question ici, on se demandait, est-ce que tu vas rencontrer parfois le public ou tes différents partenaires? C'est pas juste en télétravail, c'est parfois... Non. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est sûr que la situation actuelle est un peu... Je dis actuelle est inhabituelle dans le sens que actuellement, on est un petit peu tous en télétravail, un retour graduel qui se fait tranquillement au bureau. Mais habituellement, moi, comme je vous le mentionnais, je travaille au complexe scientifique, mais c'est pas rare qu'on se déplace rencontrer nos partenaires dans les ministères et organismes pour assister à différentes réunions. On peut les recevoir aussi parfois dans nos bureaux pour des formations, travailler sur différents dossiers. Donc oui, on a des interactions, on se déplace on se déplace rencontrer nos partenaires, des interactions courriel, téléphone, mais aussi des déplacements, des réunions, des rencontres. Puis ça fait toujours du bien de justement interagir en personne avec les gens. Parfait. Je voulais savoir, tantôt, on parlait un peu de tes outils de travail. Voudrais-tu nous en parler un peu avec quoi tu travailles? J'imagine que c'est une bonne partie, une bonne proportion de ton travail. Une grande proportion de notre travail se fait dans 2 grands systèmes, je vous dirais. Les 2 systèmes principaux qu'on utilise aux archives gouvernementales, le premier, c'est le système GALA. Le système GALA, dans le fond, nous permet de travailler de façon transactionnelle avec les organismes publics du gouvernement pour approuver leur calendrier de conservation. Donc, les organismes préparent leur délai de conservation, leur calendrier de conservation dans GALA, qui est l'application transactionnelle. Et à partir du moment où ils sont prêts à soumettre leur calendrier, ils peuvent le faire de façon transactionnelle. Et l'archiviste qui est répondant de leur dossier à BANQ va recevoir par ce système-là la demande d'analyse, dans le fond, du calendrier de conservation. Et, dans le fond, le processus d'analyse va débuter de cette façon-là. Donc, on va, de façon transactionnelle, pouvoir aller commenter certains délais de conservation et le retourner par la suite à l'organisme pour qu'il puisse faire certaines validations et répondre à certaines questions de l'archiviste, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le calendrier soit prêt à être approuvé. Et à ce moment-là, avoir le tampon
numérique transactionnel dans le système Gala. Donc, ça, c'est le premier grand système. Le deuxième autre système qui est, dans le fond, le nouveau système qui remplace Pistar pour ceux et celles qui sont un petit peu, qui connaissent un petit peu les systèmes de BANQ et des Archives nationales. Le nouveau système, c'est ADVITAM. Donc, ADVITAM, qui est un acronyme pour Application dédiée au versement d'informations et au traitement et diffusion des archives. Donc, voilà, multi-support. Je me trompe en le disant, là, mais donc, voilà, c'est notre nouveau système. C'est un système transactionnel aussi qui vient couvrir l'ensemble des fonctions archivistiques BANQ. Quand je parle de fonctions archivistiques, je parle en fait de l'acquisition, du traitement, description, de la conservation et de la diffusion, dans le fond, des archives. Et ça, ce système-là, il prévaut pour toutes les archives qui sont acquises par les Archives nationales de BANQ. Donc, j'entends les archives privées, judiciaires, civiles et gouvernementales. J'espère que j'en oublie pas. Voilà. C'est un système qui permet aux organismes publics, depuis tout récemment, de préparer de façon transactionnelle leur demande de versement de documents à BANQ. Et ça permet aussi aux équipes de techniciens en archivistique et aux équipes affectées au traitement de pouvoir travailler, dans le fond, ces demandes de versement-là dans le système. Le gain qui est très intéressant, c'est que comme les ministères et organismes ont maintenant une porte d'entrée vers BANQ pour préparer leurs demandes, bien, quand nous, maintenant, de notre côté, quand la demande bascule de notre côté, on a déjà certaines métadonnées descriptives dans le système pour les dossiers, pour les unités de description, qui permet à nos équipes un certain gain d'efficience, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aller bonifier là, les descriptions, mais non plus nécessairement aller inscrire à la main ou faire du copier-coller dans le système. Maintenant, on a déjà quand même certaines informations là, qui nous sont déjà accessibles dans le système, donc c'est un beau gain là, pour les équipes de BANQ, mais c'est aussi un beau gain pour les ministères et organismes qui avaient anciennement à transiter avec ce qu'on appelle des bordereaux de versement, soit papier ou des fois en format PDF qu'on échangeait par courriel. Donc, il y a maintenant, avec cette application-là, vraiment une belle traçabilité des activités et des échanges là, qui peuvent se faire de façon plus efficiente avec ADVITAM. Et ADVITAM, c'est aussi la nouvelle porte d'entrée pour les chercheurs qui veulent transiter dans ADVITAM Web, donc faire des recherches ADVITAM Web qui remplace anciennement Pistar Web. Donc, c'est un système qui se veut vraiment beaucoup plus convivial pour la recherche, pour les gens qui désirent là, vraiment venir consulter là, les ressources et les archives qui sont conservées par BANQ. Donc, voilà pour les deux grands systèmes. Parfait, je pense que on a fait le tour. Il y avait, dans le fond, c'est une question peut-être un peu précise de Francine, mais elle se demande, est-ce que c'est BANQ qui s'occupe des versements pour Hydro-Québec ou ce type d'organisme-là? Bien, en fait, Hydro-Québec est un cas un petit peu différent de la majorité des sociétés d'État. En fait, c'est qu'Hydro-Québec, ils ont une très belle équipe déjà d'archivistes. Ils sont chanceux d'avoir, dans le fond, un beau centre d'archives, ce qui fait en sorte qu'on a un partenariat donc avec Hydro-Québec. Ils conservent leurs propres archives, mais ils nous informent des archives qu'ils conservent chez eux pour que justement, ces archives-là, on puisse référer là, les gens qui ont envie là, de faire des consultations dans les archives d'Hydro-Québec. Donc, voilà. Est-ce que tu as j'ai une question également, dis-moi si tu peux y répondre, mais Monique se demande, est-ce que les archives gouvernementales sont beaucoup consultées ou est-ce que vous avez un feedback au traitement sur la consultation qui est faite? Oui, bien, depuis un certain temps, on essaie d'avoir des statistiques le plus possible là, sur quelles sont les archives gouvernementales qui sont les plus souvent consultées par les différents chercheurs qui se présentent à BANQ. Je ne pourrais pas vous dire le chiffre exactement, mais je vous dirais que les archives gouvernementales sont quand même consultées là,
c'est intéressant, là, le chiffre, là, je ne l'ai pas en tête. Par contre, il faudrait que je valide avec mes collègues qui sont directement au service au public. Mais les fonds les plus souvent consultés, on a le fonds du ministère de l'Éducation parce qu'il y a un très gros travail qui a été fait de description par les équipes de Québec et même, je pense, peut-être d'ailleurs, pour mettre en valeur le fonds du ministère de l'Éducation. Le ministère du Conseil exécutif aussi est un fonds qui est consulté quand même très souvent parce qu'on a l'historique là-dedans des décisions qui sont prises par le gouvernement, par exemple par les différents décrets et aussi les documents du Conseil qui émanent du Conseil des ministres. On a le fonds aussi Terre et forêt, je pense, qui est consulté beaucoup aussi parce qu'on a des inventaires forestiers dans ce fonds d'archives-là. Le fonds du ministère du Travail aussi, dans lequel on retrouve beaucoup d'historique au niveau des conventions collectives. J'en nomme rapidement comme ça. J'ai malheureusement pas les pourcentages, mais je sais que oui, il y a des belles ressources, des belles informations dans les fonds gouvernementaux. Je renchéris aussi les documents de l'Office du film, qui sont des documents qui sont très souvent consultés. Il y a des photos magnifiques dans ce fonds-là qui sont régulièrement utilisées pour, je vous dirais, documenter là, des publications qui sont faites par différents chercheurs. Parfait. Oui, excuse-moi, Hyacinthe, je t'ai coupé. Non. C'est une drôle de question, mais on peut se la poser. Monique se demande, est-ce que c'est nous-mêmes qui s'occupons des archives de BANQ? Je ne suis pas certaine de bien saisir dans le fond, le traitement des archives de BANQ, c'est bien nous-mêmes qui s'en chargeons? Le traitement, ben, c'est les équipes de BANQ, oui, qui travaillent au traitement des archives, mais je ne suis pas sûre de saisir. Non, des archives de BANQ, nos propres archives. Oui, okay. Je m'excuse. Ben, en fait, oui, on s'occupe de nos propres archives. Donc, oui, c'est certain, BANQ fait sa propre gestion de l'information. On a un calendrier de conservation et oui, on a un fonds. On a un fonds de BANQ et on a aussi un fonds Archives nationales et aussi des archives dans le ministère de la Culture et des Communications parce que les Archives nationales ont déjà été une direction régionale du ministère de la Culture et des Communications. Donc, oui, on gère nos propres archives. Je m'excuse, je n'avais pas bien saisi la question. Non, excuse-moi. De toute manière, Madame Christiane Roy m'avait déjà répondu qu'on fait nos propres versements. Oui, merci Christiane. Merci Christiane. Parfait. On pourrait, dans le fond, on pourrait enchaîner avec, dans le fond, la question classique. Quelles sont les qualités qu'un bon archiviste devrait posséder, à ton avis? Oui, je pense que un bon archiviste doit avoir un bon esprit d'analyse parce que quand on analyse des calendriers de conservation, je pense que c'est important de porter une attention particulière à tout ça. Quand on fait le traitement aussi, c'est primordial. Donc vraiment avoir un bon esprit d'analyse, un bon esprit de synthèse aussi pour bien positionner les différentes missions, les différentes activités là, des ministères et organismes pour bien cibler et bien évaluer là, la valeur historique des différentes séries documentaires. Je pense que ça prend aussi une bonne aptitude en communication, surtout quand on travaille directement avec des partenaires dans les ministères et organismes. Donc, on a souvent à avoir des communications avec eux. Donc, je pense que c'est important. Je pense que quand on pense à la réalité actuelle là, du changement de paradigme entre le papier et le numérique, savoir que la gestion de l'information, c'est vraiment un aspect qui est très important à promouvoir dans l'appareil gouvernemental. Je pense qu'il faut on va se devoir en tant qu'archiviste d'avoir un certain leadership pour vraiment aller convaincre, puis travailler en collaboration avec les instances gouvernementales pour les conscientiser à l'importance de la gestion d'une saine gestion de l'information dans l'appareil gouvernemental parce que vous savez que la production et la création d'informations en 2020, on est tellement dans l'instantané, on crée énormément d'informations et pour s'assurer que cette information-là soit bien gérée, je pense que on se doit d'être un peu, d'avoir du leadership puis d'en parler puis surtout de promouvoir tout cela. Donc, voilà. C'est ce que je dirais. Je ne sais pas, Hyacinthe, toi, si tu voudrais ajouter, quels sont selon toi les...
Je sais pas, je suis juste en train d'essayer de faire le tri des questions, là. Non, c'est une blague. Mais non, je pense que oui, là, honnêtement, on s'en va vraiment vers une période où on va se devoir là, d'avoir du leadership, des connaissances en gestion de projet, en communication, Hmm, un bon esprit de synthèse, puis une bonne capacité à vulgariser aussi l'importance de la gestion de l'information. parfait. Dans le fond, tu en as glissé un mot sur la conservation des documents numériques au début, mais j'avais une question ici. Comment nous, on assure la conservation à long terme des documents numériques? Tu as parlé excuse-moi, Oui, du guide. du guide, oui, Oui, exactement. en fait, il y a plusieurs aspects hein, dans la conservation des archives numériques qui sont importantes à tenir en compte. C'est-à-dire que dès la création de l'information, déjà, il y a des métadonnées qui sont importantes pour la conservation pérenne. Donc, on se doit là, vraiment d'agir en amont. Et c'est ce que, dans les dernières années, les équipes de BANQ tentent vraiment au niveau de tout ce qui est en train de se mettre en place au niveau de la conservation pérenne des documents numériques. C'est de s'outiller vraiment, là, bon, le guide des formats recommandés pour la conservation pérenne, c'est un pas, mais il y a des travaux constants qui se font de veille et de réflexion et de recherche et développement pour s'assurer, dans le fond, que tout va bien se mettre en place et bien s'articuler là, pour tout ce qui s'en vient au niveau de la conservation pérenne d'informations numériques. Il y a différents projets sur la table. C'est sûr que c'est un enjeu important et ça nous tient très à cœur. Et c'est des travaux qui vont se faire en partenariat avec les gens dans les ministères et organismes. Donc, c'est sûr que l'aboutissement de ce rêve-là serait la mise en place d'un dépôt numérique fiable qui prendrait en charge l'ensemble du processus de conservation pérenne. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que présentement, on en reçoit des documents numériques qui sont sécurisés sur des serveurs de conservation pérennes. On a des processus, dans le fond, qui sont déjà déployés, mais qu'on aimerait vraiment pousser plus loin. Donc, actuellement, quand on reçoit le processus de réception de fichiers numériques, ça se fait sur des supports physiques et en collaboration avec les collègues de la direction de la conservation et de la numérisation, on a mis en place un processus qui s'appelle le laboratoire d'archéologie numérique. Ce que ça permet de faire concrètement, c'est que quand BANQ reçoit un versement de fichiers numériques sur support physique, on a des collègues qui s'occupent de faire une extraction sécuritaire de ces données-là avec des copies de sécurité qui valide aussi là, tout ce qui est, dans le fond, virus, est-ce qu'il y a certains fichiers qui ont été corrompus lors du transfert, etc., etc. Donc, on fait une copie intégrale de sécurité. Par la suite, avec l'aide du logiciel qui a été monté avec le laboratoire d'archéologie numérique, il va y avoir ce qu'on appelle des sommes de contrôle, des validations de virus, des détections de doublons, ce qui va nous permettre par la suite vraiment de bien identifier les fichiers qui sont bons là, pour la conservation permanente et de par les suite les sécuriser. Éventuellement, ce qu'on aimerait, c'est ça, c'est que ce processus-là là, soit encore plus performant éventuellement. Là, c'est sûr qu'on est dans les débuts. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à BANQ, comme on doit respecter, les organismes vont nous verser des documents d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. Ben là, nous, on est dans le début de processus d'établissement de tout ce qui est procédure et processus là, au niveau des versements numériques, mais il y a des choses qui s'enclenchent quand même assez vite. Il y a une nouvelle procédure en lien avec Advitam pour la préparation là, des versements numériques qui a été mise en ligne. On a le guide sur les formats recommandés pour la conservation pérenne. Il y a des équipes qui travaillent, je vous dirais, très fort là, pour l'implantation de tous ces processus-là. Ça s'en vient, là. Ouais. J'ai une question ici. C'est quand même, ça le mérite de piquer la curiosité. Est-ce que tu penses que, pas le bureau sans papier, mais est-ce que tu penses que les archives papier vont disparaître un jour, Amélie? Moi, honnêtement, je suis consciente que le numérique va prendre de plus en plus de place, mais je ne suis pas certaine que le papier va complètement disparaître.
En tout cas, pas d'ici à ce que je quitte la profession d'archiviste, je pense pas d'ici ma retraite. Mais peut-être que je me projette pas, bon, si je me projette dans 100 ans, peut-être, là, j'ai difficile à dire, mais honnêtement, je pense qu'actuellement, on a encore, il va y avoir encore du papier, mais il y a des beaux projets de transformation numérique et de mise en place de bureaux sans papier. Je pense qu'ils méritent vraiment l'intérêt. C'est des beaux projets de dématérialisation de nos processus de travail. On l'a vu avec la crise actuelle. Je pense que le télétravail et tout ce qui est l'enjeu de la gestion de l'information dans un monde numérique prend tout son sens en ce moment. Moi, je crois beaucoup à la dématérialisation des processus, du travail collaboratif, du travail dans un monde numérique, mais je suis pas certaine à 100% qu'on va arriver à un monde avec 100% zéro papier, mais je pense que le numérique nous offre tellement de belles opportunités de travail, d'amélioration de nos processus, d'efficience, de partage, donc d'informations. Bon, la situation de la COVID-19 nous a prouvé que la saine gestion de l'information est primordial dans une organisation pour conserver notre prestation de service à son maximum. Et ça, je pense que ça vient nous aider là, actuellement à justement promouvoir cet aspect-là qui est extrêmement important. Yes. J'ai une autre. Je te donne des questions en vrac un peu, mais c'est. Je suis là pour ça. Daniel se demande est-ce que c'est BNQ qui est responsable d'archiver les sites web du gouvernement du Québec? Oui, de par la direction du dépôt légal, je crois, je ne devrais pas me tromper, mais on a des collègues à Montréal qui sont dédiés à l'archivage des sites web. Donc, ils moissonnent les sites web du gouvernement du Québec, mais aussi les sites web de d'autres, que ce soit privés, là, par exemple, les sites des partis politiques, donc les sites Internet du Carnaval de Québec. J'en nomme, là, mais c'est très vaste, leur opération. Mais oui, les sites du gouvernement du Québec sont moissonnés. Vous savez que depuis tout récemment, le secrétariat des communications gouvernementales ont fait une belle opération au niveau des sites du gouvernement du Québec, c'est-à-dire que maintenant, il y a une plateforme unique qui s'appelle québec.ca, qui est la porte d'entrée de l'ensemble des sites gouvernementaux. Donc, ces sites-là sont moissonnés assez régulièrement et on peut avoir accès pour consulter les sites qui ont été moissonnés à partir du portail de BANQ. Donc, c'est possible de le faire. Donc, oui, BANQ est aussi responsable de la conservation des sites Internet. Parfait. Ben, on approche la fin de la séance, Amélie. Déjà, ça va tellement vite. Oui, on va peut-être se garder une question, mais avant ça, je pourrais te poser l'ultime question. Que dirais-tu à un étudiant en archivistique qui veut faire le même métier que toi? Quel conseil lui donnerais-tu? Moi, ce que j'aimerais donner comme conseil à cette personne-là, c'est de toujours rester à l'affût, de faire de la recherche et du développement, de développer des compétences en communication, en gestion de projet. Je dirais d'essayer de parler un langage commun avec les gens en TI parce qu'on sait que là, l'interopérabilité, tout ce qui s'en vient avec les données, l'archivage des bases de données, la gestion du cycle de vie des données, je pense que c'est important de collaborer, d'être ouvert d'esprit, d'aller vers nos collègues qui transitent, qui ont des compétences communes en gestion de l'information. Donc, on va penser entre autres aux gens qui sont responsables de l'accès à l'information, les gens qui sont responsables de la sécurité de l'information, les gens en TI, dans les différents organismes. Donc, de vraiment être de l'avant, puis d'aller se présenter, puis d'essayer de parler un langage commun avec eux. Je pense que ça serait vraiment intéressant. Peut-être aussi, bon, on a parlé beaucoup là, du fait que les archivistes avaient des connaissances ou je pourrais dire ça, je perds le mot, là, mais aimaient beaucoup l'histoire. Mais je pense que là, c'est bien aussi de s'ouvrir peut-être aussi aux technologies de l'information, aux communications, au marketing. Donc, si vous êtes capable d'aller chercher peut-être des cours à option dans ces grands domaines-là, ça pourrait être
très intéressant pour vous, des beaux atouts là, pour tout ce qui s'en vient au niveau de la gestion de l'information, puis de votre travail d'archiviste éventuellement sur le marché. Je pense que ça donne le goût là, de devenir archiviste. Mais moi, je vous invite, on est vraiment dans une période charnière hein, pour tout ce qui est gestion de l'information, de l'archivistique. Donc, c'est très intéressant en ce moment pour ceux et celles là, qui débutent dans la profession. Je pense que vous avez des beaux défis devant vous. Puis, voilà, moi, je vous invite vraiment à rester à l'affût, à rester informé là, de tous les développements qui vont quand même rapidement avec le numérique, là, mais c'est vraiment intéressant et palpitant. Ben, écoute, merci Amélie pour Ça fait plaisir. toutes ces réponses très détaillées que tu nous as fournies. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Ben non. Je remercie également les gens qui étaient présents, les auditeurs, pour avoir posé de nombreuses questions. Je sais que je n'ai pas eu le temps de tout répondre à vos questions, mais si vous avez, par contre, je vous invite à consulter la page des ressources qui est sur la fiche de l'activité où est-ce que vous avez cliqué le lien Zoom aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir en apprendre plus. Également, je vous invite la semaine prochaine pour la 8e édition de Bibliothèque vivante. Ma collègue France Monti de BNQ Sherbrooke va recevoir Émilie Demers, restauratrice à BNQ Rosemont, la petite patrie. Donc, évidemment, naturellement, c'est un rendez-vous. Donc, merci Amélie, merci tout le monde. Bonne fin de journée. Merci à tous pour vos questions. Ça fait vraiment plaisir.